Binge Audio. À l'été 2025, la presse s'est faite l'écho d'une polémique concernant un événement assez singulier. Baptisé Murmure de la Cité et organisé à Moulins dans l'Allier, ce spectacle prétendument historique a suscité la controverse pour sa version très orientée de l'histoire de France qu'il présentait, à base de révisionnisme catholique intégriste, où on fait la part belle à Saint-Louis, Clovis et Napoléon en oubliant au hasard la Révolution, la République ou la Résistance. Rien de très étonnant lorsqu'on sait que les concepteurs du spectacle sont clairement affiliés à l'extrême droite la plus rance. Rien d'étonnant non plus quand on sait qu'ils ont été chercher des sous du côté du désormais célèbre Pierre-Édouard Stérin, qui n'en finit plus de financer sa petite révolution conservatrice. Une révolution qui passe notamment par ce genre de mise en scène pseudo-historique, inspirée, évidemment, de l'auguste exemple du Puy du Fou, une institution en la matière et la grande œuvre d'un autre architecte de cette révolution conservatrice, Philippe de Villiers. De Villiers, dont je vous propose de découvrir le parcours dans cet épisode signé David Carzon. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Philippe de Villiers, on est obligé de vous féliciter. Contraint forcé. Qu'est-ce qui se passe ? Vendredi dernier. Ah oui. Quel carton ! 40 minutes de prise de parole du président, de questions-réponses avec les journalistes. À CNews, boum, on met Philippe de Villiers. Et là, on a les scores. Philippe de Villiers est la preuve. La preuve qu'on peut toujours réécrire sa vie pour passer de ringard ultime à gourou d'une nouvelle génération. Philippe de Villiers, c'est un peu John Travolta remis au goût du jour dans Pulp Fiction, sauf qu'à la place de Quentin Tarantino, il y a Vincent Bolloré. Car c'est bien le breton industriel et patron d'un empire médiatique qui a remis en selle le Vendéen quasi retraité et a fabriqué une icône pour jeunes patriotes en mal de repère. Une idole dans ces temps de backlash pour les acquis sociaux et progressistes. Car jusqu'à il y a peu, on peut dire que le bilan de Philippe de Villiers était contrasté. D'un côté, il y a le spectacle du Puy du Fou qui attire chaque année 2 millions de spectateurs, peu regardants sur la vérité historique. De l'autre, il y a une carrière politique en dents de scie, dont les principaux faits d'armes ont été une présidence surexposée du Conseil général de Vendée, des mandats fantômes de députés européens, des campagnes contre des traités européens dont il n'a jamais tiré profit complètement. En fait, son principal héritage, c'est Bruno Retailleau. On vous expliquera pourquoi un peu plus tard. Malgré ce bilan, Vincent Bolloré a réussi à faire de Villiers un héros des patriotes et autres nationalistes, et à en faire l'idiot utile pour détruire la droite républicaine. Pour s'en rendre compte, il faut s'infliger certes de regarder CNews, et plus particulièrement une émission revenant durant plus d'une heure sur la carrière de Villiers, une émission sobrement intitulée « Destin d'exception ». La promesse de ce programme, rendre hommage à celles et ceux qui ont façonné la France. Rien que ça. Écoutez comment Philippe de Villiers y est présenté. Il est auteur, conteur, homme politique, entrepreneur et créateur avec le Puy du Fou. L'invité de Destin d'exception est un hussard blanc qui pourfend, vous le savez, le politiquement correct. C'est un mousquetaire qui est armé d'un panache, un panache bien français. C'est aussi un combattant facétieux dont la vie et le destin, vous allez le voir tout au long de cette émission, s'apparente à une forme de cavalcade, à la fois de l'âme et de l'esprit. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir Sonia. Non, vous ne rêvez pas, on ne parle pas de De Gaulle, de Clémenceau ou de Zola, mais bien de Philippe de Villiers. L'émission se poursuit avec cette bienveillance dégoulinante. On revient sur sa jeunesse, sur la genèse du Puy du Fou, on passe beaucoup de temps sur la Vendée, sur le succès de ses livres, on parle aussi de la France, de la France, de la France, de la France, de la France. Enfin de l'ancienne France, celle qui n'existe plus, celle qu'on part de toutes les vertus justement parce qu'elle n'existe plus. Mais il y a un détail important. On parle de tout sauf de sa carrière politique.
on évite carrément le sujet, hormis quelques anecdotes sur ses relations avec Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, son passage éclair comme secrétaire d'État à la culture ou encore ses souvenirs de meetings. De son échec à incarner la droite française au-delà du bocage, on ne parle pas. Des fours qu'il s'est pris aux élections présidentielles de 1995 et 2007, on ne parle pas non plus. De ces textes de loi qui ont changé la France, non plus parce qu'il n'y en a pas, et puis son soutien improductif à Éric Zemmour en 2022 ont fait également l'impasse. Durant sa carrière politique, Philippe de Villiers a beaucoup critiqué, il s'est beaucoup opposé. Mais qu'a-t-il construit pour le bien de son pays ? Rien. Et pourtant, la France, il n'a que ça à la bouche. Depuis ses débuts, il ne parle que de sauver la France, du moins sa France. Hormis quelques mesures radicales marquées à la droite de la droite, il n'a jamais eu un vrai programme de gouvernement, à part revenir en arrière parce que c'était mieux avant, mais il n'a jamais expliqué concrètement comment refaire de la France, la France. Une dernière chose à noter dans ce programme de CNews, celles et ceux qui assistent à l'émission. Un public composé de jeunes issus de l'IFP, l'Institut de formation politique, un organisme de formation créé par d'anciens étudiants d'extrême droite pour former les futurs cadres de l'extrême droite, ou plutôt de l'union des droites, comme on dit maintenant. S'engager, ça veut dire faire des actions concrètes, également être capable de développer sa pensée et ses argumentaires pour être capable de convaincre les personnes de la nécessité de sauver la France et de la valeur de nos idées. Alors comment Philippe de Villiers a fini par devenir le maître à penser politique de cette jeunesse-là ? On peut trouver un début de réponse dans une constante qu'on retrouve tout au long de sa carrière. C'est l'énergie déployée à saper la droite républicaine, la droite gaulliste, la droite sociale, la droite humaniste. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut peut-être reprendre les choses depuis le début. Philippe de Villiers est vraiment un enfant du bocage vendéen. Son vrai nom, c'est Philippe-Marie-Jean-Joseph le Joli de Villiers de Saint-Ignon. Il adore raconter qu'il est issu d'une longue lignée de curés, de soldats et de notables, surtout de soldats. Il aime aussi à se raconter comme un petit gars courant la campagne avec pour première langue le patois vendéen et découvrant une région silenciée qui souffre parce qu'elle n'a pas le droit de raconter l'oppression dont elle a été victime depuis la Révolution française. C'est cette histoire, soi-disant cachée, et pas mal réécrite surtout, qu'il n'aura de cesse de vouloir mettre à l'honneur. Pour le moment, le jeune Philippe de Villiers part faire ses études à Paris, à Sciences Po plus précisément. Alors comme il n'est pas dans la caricature, ou à peine, il raconte qu'il affronte une foule de jeunes au teint cireux, gominés à la James Dean avec leur manteau de Loden passé. Après Sciences Po, il intègre l'ENA et commence alors un parcours assez classique. Il fait un stage à la préfecture de Corrèze où il croise Jacques Chirac, puis à la sortie de l'école, il est nommé à la préfecture de Charente-Maritime. C'est là, de son propre aveu, qu'il rencontre pour la première fois ce qu'il appellera plus tard le Deep State. Alors au-delà de cette volonté de réécrire l'histoire façon Trump, c'est effectivement là qu'il forge son personnage mi-paysan, mi-chevalier, défenseur du peuple et de la France, une sorte de chevalier Poujade. Mais ce n'est pas pour cette carrière en devenir qu'il va se faire connaître. Il va trouver un moyen détourné de poser la première brique de sa vie politique. Nous sommes en 1977. Philippe de Villiers découvre par hasard les ruines du vieux château du Puy du Fou en pleine campagne vendéenne. C'est là qu'il imagine un spectacle nocturne, un son et lumière en plein air, retraçant 1000 ans d'histoire locale avec chevaux, châteaux en feu et envolées lyriques. C'est la cinécénie. Le succès est immédiat. Ce qui n'était qu'un spectacle de village devient un phénomène populaire. Ça marche trop bien puisque les spectateurs ne sont pas très contents. La moitié des 6000 spectateurs, puisque c'est à peu près la moyenne que nous faisons, sont assis sur l'herbe dans des conditions qui ne leur permettent pas de bien voir le spectacle. Et certains d'entre eux s'en plaignent. Nous nous en excusons, mais ça n'est pas possible. Nous sommes débordés par rapport à tout ce que nous pouvions espérer au départ. Dès le début, ce spectacle est posé comme une œuvre collective, du moins dans sa production. De nombreux bénévoles, qu'on appelle les Puy-Follais et les Puy-Follaises, sont mobilisés pour participer à toutes les étapes du processus. Construire les décors, assurer la logistique, participer au spectacle, etc., etc. De cette manière, le Puy du Fou, qui repose sur une structure associative, gagne son indépendance.
son indépendance, à tordre l'histoire pour complaire à l'idée d'une Vendée martyre et bastion de la résistance contre la pensée unique, la pensée révolutionnaire hier, la pensée progressiste demain. Il y a une émulation qui intervient, y compris dans les batailles, lorsque les Bleus de Chambretot ou de Saint-Laurent-sur-Sèvre combattent les Vendéens de Beaurepaire ou des Épaisses. Car dès le début aussi, ce spectacle est une métaphore de la lutte politique que son scénariste, Philippe de Villiers, veut incarner. Le Puy du Fou, ce royaume du cheval, du feu d'artifice et des Vendéens purs et innocents, se présente tout bonnement comme un bastion contre la modernité. La modernité qui menace la bonne vieille France enracinée. Pour ses créateurs, pas question de loisirs innocents. Ici, on mène un combat culturel. On veut réveiller les consciences nationalistes via de chevaleresques scénettes sciemment biaisées. Après tout, pourquoi se prendre la tête quand on peut se laisser bercer par la France chrétienne éternelle et autres envolées anti-révolutionnaires ? C'est vrai que la mise en scène est spectaculaire, mais elle ne repose sur aucune rigueur historique. Elle manipule l'histoire comme on confectionne un conte de fées. L'étranger, c'est toujours l'ennemi. La République, elle est vue comme un régime totalitaire et la foi catholique brandie comme la clé de voûte d'une France victorieuse. Les historiens ont beau rappeler que la guerre de Vendée a été un conflit complexe et non un génocide prémédité, ces arguments ne franchissent pas les portes de ce qui devient au fur et à mesure un grand parc à thème et un bastion familial à la gestion opaque. Au début des années 80, Philippe de Villiers continue de construire son personnage. Sous-préfet, il se met en disponibilité en 1981, après la victoire de François Mitterrand, pour ne pas avoir à servir un gouvernement de gauche. Ce même gouvernement de gauche qui libéralise les ondes FM et qui lui permet de créer une station de radio, Alouette FM. J'étais aux affaires publiques le 10 mai 1981 et je suis parti en juillet 1981 au moment où j'ai vu arriver les socialistes et les communistes ensemble. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis parti, j'étais sur un podium dans le jardin de la sous-préfecture. Je faisais mes adieux et on m'a offert le vélo de Bernard Hinault, qui venait de gagner le Tour de France. Et j'ai dit, aujourd'hui je monte dans la voiture balai, mais un jour sur les routes de France, je referai la course en tête. Cette suractivité culturelle et médiatique le fait remarquer sur le plan national. Et quelques années plus tard, lorsque la droite revient aux affaires pour la première cohabitation, Jacques Chirac, Premier ministre, lui propose le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de la Culture, François Léotard. Nous sommes en 1986 et la situation est pour le moins ubuesque. D'un côté, il y a Léotard qui tente de plaire au milieu artistique parisien et de l'autre, celui que le Canard enchaîné va bientôt surnommer l'agité du bocage, qui veut arrêter les travaux de l'Opéra Bastille ou de la Grande Bibliothèque. Il a aussi des idées plus universelles, comme le renforcement de l'éducation artistique, mais bon, comme le projet n'est pas allé au bout, on ne sait pas non plus de quel art il parlait exactement. En tout cas, il se fait repérer comme un personnage à part, d'autant plus quand il quitte ses fonctions au bout d'un an, non sans mettre plusieurs coups de couteau dans le dos de son propre ministre. Il ne part pas pour rien. Il y a une place de député de Vendée et une autre au Conseil général du même département qui se libère avec la mort de l'ancien titulaire de ces deux fauteuils. Et avec son ancrage et sa manière de toujours mettre en avant sa Vendée, Philippe de Villiers n'a pas de mal à prendre possession des lieux. Et ça va durer un moment. À l'époque, le boss de la Vendée se situe plutôt au centre droit de l'échiquier politique. Il soutient l'UDF de Raymond Barre, il adhère au Parti républicain, des partis plutôt europhiles à la base. Mais c'est l'époque où certains hommes politiques de droite regardent ce qu'il se passe dans l'Angleterre de Margaret Thatcher et l'Amérique de Ronald Reagan avec des yeux énamourés. Bref, l'échiquier se déplace vers la droite. Et ce n'est pas pour déplaire à Philippe de Villiers, qui conforte sa popularité locale en co-créant la course à la voile du Vendée Globe en 1989. Bienvenue en direct des Sables d'Olonne où demain à 15h sera donné le coup d'envoi de la course la plus fabuleuse jamais organisée pour des marins, le Vendée Globe Challenge. Chaque fois qu'on en parlera, le mot Vendée sera prononcé et pour la promotion de la Vendée, c'est une chose formidable. C'est pour nous un grand moment d'émotion, c'est formidable. Nous sommes fiers d'accueillir des grands aventuriers, des chevaliers de la mer. Mais à l'époque, De Villiers ne navigue pas en solo. Il se voit encore un destin collectif. Avec une bande de quadragénaires de droite comme lui, il lance un appel des rénovateurs pour changer la droite qui vient de perdre la présidentielle de 1988. Ça va exciter la presse un moment, mais ça va finir par faire pchit. Au passage,
C'est intéressant de rappeler quelques-uns des noms parmi ces rénovateurs. Michel Noir, condamné à 18 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour recel d'abus de biens sociaux. Alain Carignon, condamné à 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis, 5 ans d'inéligibilité pour corruption, abus de biens sociaux et subornation de témoins. François Fillon, condamné à 4 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Michel Barnier et François Bayrou, qui attendront plus de 30 ans avant de devenir tous les deux Premier ministre d'Emmanuel Macron. De Villiers, c'est probablement le moins libéral de ces jeunes loups. Au fil de ses prises de position, on sent se dessiner sa vocation, au sens catholique du terme. On sent poindre un vieux fond un peu rance quand il s'indigne contre la loi Guessot, qui réprime toute contestation de crimes contre l'humanité. Prémisse de son futur parti, il crée aussi son propre mouvement, qui s'appelle « Combat pour les valeurs ». Et les valeurs, on les cerne beaucoup mieux quand on évoque le dossier de l'avortement, et plus particulièrement de la loi Veil. Pour lui, le droit à l'avortement, ce n'est pas un droit, c'est un drame. Il met en avant le droit imprescriptible de l'enfant, sans jamais parler de celui des femmes, à disposer de leur corps. Il pense qu'il y a forcément des solutions alternatives et qu'une grande politique de la famille pourrait permettre aux femmes de ne pas avoir à recourir à l'avortement. C'est d'ailleurs ce qu'il va mettre en pratique en créant la Maison d'Ariane, un centre financé par son département et géré par l'Association vendéenne pour l'accueil de la vie et la promotion de la famille. Sans surprise, sous cette terminologie se cache un véritable centre anti-IVG. La suite, on aurait pu la prédire, comme à chaque fois que des hommes prétendent s'occuper du bien-être des femmes. Une enquête de la DAS va révéler, je cite, « une absence notoire de professionnalisme à tous les niveaux, engendrant des réponses inadaptées pouvant conduire à une atteinte de la dignité des femmes accueillies et à leur bien-être moral ». Va suivre également un procès à huis clos pour une affaire de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement au sein du centre. Et 10 ans plus tard, il va fermer définitivement ses portes. Ce début des années 90, c'est le moment où Philippe de Villiers va s'ancrer dans l'euroscepticisme. Et il faut le dire, ce combat va trouver un certain écho, notamment parce qu'il n'est pas tout seul dans cette opposition à l'Union européenne telle qu'elle est en train de se construire. En 1992, il se retrouve aux côtés de Charles Pasqua, mais surtout Philippe Séguin, dans la campagne du non au référendum sur le traité de Maastricht, traité fondateur de l'Union européenne. Vous pouvez compter sur nous, sur Séguin, sur de Villiers, sur nous tous. Un attelage étonnant qui préfigure les fractures qui vont traverser la vie politique française. Car si le oui à Maastricht l'emporte, c'est de très peu. Le créneau anti-UE, c'est le bon pour De Villiers. Il se lance en solo aux élections européennes qui suivent en 1994. Sa liste arrive en 3e position et obtient 13 sièges de députés européens. De quoi confirmer l'idée que c'est au Parlement de Strasbourg qu'il y a une carte à jouer et une carrière à bâtir. De Villiers lâche donc son siège à l'Assemblée nationale, qu'il occupe depuis 1988, et désigne pour lui succéder son suppléant, un certain Bruno Retailleau. Oui, le même Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, qui essaye en ce moment de faire passer le Rassemblement national pour de dangereux gauchistes. De Villiers a repéré Retailleau alors qu'il participait à la cinécénie du Puy du Fou comme cavalier. Il l'a pris sous son aile et l'a formé. Il en a fait le metteur en scène du spectacle, puis l'a choisi pour être son bras droit, une fois le Conseil général de Vendée conquis. Quelques années plus tard, la fidélité paye puisqu'il entre à l'Assemblée nationale à la place de son mentor. Ça va lui donner des idées d'émancipation pour plus tard, même s'il faudra tuer le père pour ça. On y reviendra. Si je suis élu président de la République, j'oserais faire ce que personne n'a osé faire. Je mettrai au pas les technocrates de Bruxelles. En attendant, Philippe de Villiers, lui, se sent un destin national. Et cette fois, il va y aller tout seul. Il fonde son parti, le Mouvement pour la France, le MPF, et se lance à l'assaut de la présidentielle de 1995. Pendant longtemps, il se voit en 3e homme, celui qui pourrait arbitrer la finale entre Jacques Chirac et Lionel Jospin et faire pencher la droite de son côté. Un temps crédité de 10% des intentions de vote, il termine sous la barre des 5%, le score minimal permettant de se faire rembourser ses dépenses de campagne. La suite n'est pas vraiment une traversée du désert, mais plutôt un retour aux fondamentaux. La Vendée, le discours anti-Union européenne
et les valeurs traditionnelles. Ça tombe bien, nous sommes à la fin des années 90 et un grand combat sociétal se prépare. La gauche est revenue au pouvoir à la faveur de la dissolution ratée de Jacques Chirac en 1997 et elle se prépare à faire voter le pacte civil de solidarité, le PACS, une forme d'union civile destinée notamment aux personnes du même sexe, mais pas seulement. Pour De Villiers, c'est un mariage gay qui ne dit pas son nom et c'est une aberration contre nature. Ça donne lieu à des débats violents et dans le registre de l'exagération, De Villiers est un maître. Votre innovation du PACS, c'est le retour à la barbarie, tout simplement. Vous avez beau vociférer, un jour, les victimes se lèveront et se tourneront vers vous en vous disant, d'une expression terrible, vous êtes le socialisme démolisseur. Ces débats vont laisser des traces et poser les bases d'un retour au conservatisme à chaque fois qu'il s'agira de mettre en place une mesure en phase avec l'évolution normale de la société. On voit émerger une génération qui se fait appeler anti-Pax, capable d'organiser des manifestations rassemblant près de 100 000 personnes. Bon nombre de personnalités politiques de droite se sentent obligées d'aller défiler aux côtés de l'extrême droite et des militants catholiques intégristes. Un casting qui préfigure la Manif pour tous, Bolloré, C8, CNews, le JDD, etc., etc. Mais revenons au début des années 2000, précisément à l'année 2005, l'acmé de la carrière politique de Philippe de Villiers. Cette année-là, on a remis sur le tapis un référendum sur le devenir de l'Europe. Cette fois, il s'agit de ratifier le traité établissant une constitution pour l'Europe. Et De Villiers se pose en principal représentant de l'opposition de droite à ce texte. Les Français sont attachés à l'Europe, à la construction européenne, mais pas à l'autodestruction européenne. Et ils veulent une Europe qui soit respectueuse des libertés des peuples et des démocraties nationales. De Villiers, ça ne vous étonnera pas, déteste l'Europe. Il est redevenu député européen en 2004. Il ne cesse depuis de dénoncer les horreurs qu'il voit de l'intérieur. Bon, on apprendra plus tard qu'il est surtout l'un des élus les moins assidus au Parlement européen. Ça ne l'empêche pas de trouver des caricatures ambiguës qui rencontrent un certain écho, comme celle du plombier polonais censé piquer le travail de son homologue français. À la fin, c'est bien le non qui l'emporte. Un rejet massif. La Constitution européenne n'entrera pas en vigueur en tant que telle, mais ses principaux éléments seront repris dans le traité de Lisbonne qui ne sera pas soumis à un référendum, mais ratifié par le Parlement. Ce sera considéré comme une trahison de la victoire du non. Pour De Villiers, tout ça ressemble furieusement à 1995. Ses positions eurosceptiques le placent au cœur du jeu politique et il se présente comme le vainqueur du non de 2005. Alors une nouvelle fois, il pense son heure venue et il se lance dans l'élection présidentielle de 2007. Et une nouvelle fois, il va se faire renvoyer dans ses pénates vendéennes. « 19h59 et 45 secondes. Voici donc l'estimation Ipsos Dell du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Nicolas Sarkozy, 29,6% des voix devant Ségolène Royal, 25,1% des voix. Les scores des autres candidats, Olivier Besancenot en 5e position, Philippe de Villiers, 2,7%. Un peu plus de 800 000 voix, soit tout de même 600 000 de moins qu'en 1995. Officiellement, Philippe de Villiers n'a donné aucune consigne de vote. Je ne suis pas propriétaire de mes voix, les Français sont libres et je veux respecter ceux qui ont choisi de me soutenir et de soutenir les idées que je représente. Ce n'est pas faute d'avoir cherché à ratisser large, surtout sur les terres idéologiques du FN, en dénonçant l'islamisation de la société française tout au long de sa campagne. Sans succès donc. Même en Vendée, il n'arrive qu'en 4e position. Plus rien ne va. Bientôt affaibli par des problèmes de santé, il est aussi au cœur d'un scandale familial qui s'étale sur la place publique. Un de ses fils porte plainte contre son propre frère pour viol, pour des faits commis lorsqu'il était enfant. Une affaire qui finira par un non-lieu pour faute de charges suffisantes. Dans ce contexte, Philippe de Villiers se met peu à peu en retrait de la vie politique, au moins dans sa partie élective. Il va simplement garder un temps son mandat européen, tout en continuant à être le moins assidu possible. Alors qu'il se trouve plutôt en position de faiblesse, Bruno Retailleau, son fidèle lieutenant, est pour sa part sur une trajectoire ascendante.
dragué par les sarkozystes qui veulent le faire entrer au gouvernement, celui qui pouvait prétendre au titre de successeur de De Villiers va se fâcher très fortement, très durablement et très publiquement avec son ancien mentor qui décide de le virer de la direction du Puy du Fou. Mais Retailleau a senti le coup venir et il a déjà retourné en sa faveur les habituels soutiens vendéens de De Villiers. Celui qui est encore président du Conseil général a choisi de rendre public son départ dans un message adressé à tous les Vendéens. Philippe de Villiers invoque un nouveau cycle, l'affaiblissement des collectivités locales, mais aussi, et c'est bien dans le style de l'homme, ce qu'il appelle l'esprit de l'époque. Ce dernier n'a plus le choix, il doit quitter la présidence du Conseil général de Vendée, qui est récupéré par Retailleau, qui au passage se paye le luxe de claquer la porte du MPF pour rejoindre l'UMP de Fillon et Sarkozy. On vous raconte tout ça en détail, ainsi que leur vraie fausse réconciliation de 2024 dans l'épisode consacré justement à Retailleau. Esseulé, perdant, trahi, Philippe de Villiers aurait logiquement dû tomber dans l'oubli. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Déjà, on le voit ressurgir au moment de la loi pour le mariage pour tous en 2013, histoire de souffler sur les braises de la mobilisation contre le Pacs et de récolter quelques-unes des graines semées à ce moment-là. Mais surtout, à partir de 2015, il se met à écrire des livres où il parle de politique. Essentiellement de la politique des autres, ce qui le place dans sa position favorite, celle du critique, beaucoup plus confortable que la position de celui qui doit faire, prouver ou réussir. Ses livres sont d'immenses succès, et il va en pondre un presque chaque année. Ainsi, il se transforme peu à peu en gourou de la droite radicale, des intégristes, des racistes, mais pas seulement. Se noue par exemple une sorte d'amitié avec un Emmanuel Macron pas encore président de la République. Les deux hommes se rencontrent dans un restaurant chic parisien et durant un temps, ils n'hésitent pas à s'afficher ensemble. C'est d'ailleurs au Puy du Fou qu'Emmanuel Macron expliquera que certes, il a beau faire partie d'un gouvernement socialiste, il ne l'est pas pour autant. Allez. Emmanuel Macron dans l'arène du Puy du Fou, aux commandes d'un char. Tout sourire également aux côtés du très souverainiste Philippe de Villiers, le créateur de ce site. Je suis au gouvernement de gauche. J'ai moi-même pris des initiatives politiques qui ne vous ont pas échappé. Mais, je veux dire, quelle importance? Je pense qu'il y a pour M. Macron, devant lui, un avenir pour conduire toutes sortes de chars. Comme Nicolas Sarkozy, Macron aime les amitiés transgressives. Ça surprend, ça choque, ça déroute. L'intéressé y voit sûrement une manière de montrer qu'il peut parler à tout le monde. Ça élargit sa base et ça désarçonne les ennemis. Mais comme Sarkozy, si ça peut aider dans une stratégie de conquête du pouvoir, ça n'aide pas pour autant à gouverner ensuite. En revanche, De Villiers, lui, ça lui servira beaucoup à déconfiner par exemple son parc à thème avant tous les autres, durant le Covid. L'autre rencontre amicale que personne n'a pu rater, c'est celle avec Vladimir Poutine, à qui De Villiers a espéré un temps vendre un Puy du Fou à la sauce russe. Pour cela, et pour bien d'autres raisons, il ne tarit pas d'éloges sur celui qu'il considère comme le plus grand chef d'État actuel, occupé à rendre à son pays la grandeur qu'il mérite. Et comme par hasard, il pense aussi beaucoup de bien de Donald Trump. Là, on a une incarnation incroyable, ça change tout, quoi, vous voyez ? Il envoie, comme disent les jeunes. C'est donc à ce moment-là que Vincent Bolloré le convie à venir professer ses leçons sur tous les médias dont il dispose. Il se dit que le moment est venu, que les Français sont enfin prêts à entendre les vérités de De Villiers. De Villiers, lui, n'est pas du tout dérangé par l'idée de devenir un oracle pour une jeunesse nationaliste en mal de repère. Français de souche, ça veut dire aimer le pied-mer quand on est le greffon. Prenant le soleil et les ombrages de la France, ils se mettent à aimer François Ier, Versailles, la littérature française, Victor Hugo. C'est aussi une question de moment. Jean-Marie Le Pen n'a jamais su contenir ses excès pour élargir sa base et devenir une figure respectable pour un plus grand nombre. Et dans le même temps, la stratégie de dédiabolisation du Front National menée par sa fille peut dérouter certains extrémistes. Des extrémistes qui ne peuvent pas non plus compter sur la comète Zemmour qui est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Bref, la place de grand professeur de la haine de l'autre est libre. Mais bon, finir grand sage de l'extrême droite, ça ne signifie pas qu'on devient omniscient. Ainsi, De Villiers a tout misé lors de la présidentielle de 2002 sur Zemmour, justement, qui a fini avec le même score que lui. Et pourtant, il l'a soutenu publiquement et conseillé dans l'ombre. De Villiers devrait le savoir, il y a des règles en politique. On ne gagne pas une élection seulement en vendant des livres, même par caisse entière, ou en saturant l'espace médiatique.
En revanche, ce que Vincent Bolloré sait, c'est que Philippe de Villiers est un instrument efficace pour fracturer encore un peu plus la droite républicaine et pour faire croire que l'avenir de la France est toujours un peu plus au bord du précipice. Merci à David Carzon qui signe le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.